Discours du général de Gaulle aux délégués des syndicats prononcé à l'occasion de la fête du travail à Alger le 1er mai 1944. Mesdames, Messieurs, je remercie vivement messieurs Poinbeuf, Fayet et Gazier des nobles et fortes paroles qu'ils viennent de prononcer. Note de bas de page pour savoir qui sont ces trois personnes. Marcel Poinbeuf, militant syndicaliste de la CFTC, rejoint Londres au début de l'année 1943. Il est délégué à l'Assemblée consultative provisoire d'Alger, représentant de la résistance métropolitaine. Pierre Fayet est délégué à l'Assemblée consultative d'Alger, représentant de la résistance métropolitaine. Albert Gazier, membre du Parti socialiste, participe à l'organisation clandestine de la CGT. Délégué à l'Assemblée consultative provisoire d'Alger, représentant de la résistance métropolitaine, il sera, à la Libération, secrétaire du bureau de la CGT. Reprenons le discours. En les écoutant, il me semblait bien que ce qu'ils disaient correspond exactement à ce que pensent et veulent aujourd'hui la majorité immense des Français et des Françaises. Et je m'efforçais de mesurer toute l'étendue de l'évolution qui déjà fait apparaître les traits de la société française, à la fois nouvelle et meilleure qu'enfantera la pire épreuve du monde. Il aura fallu, pour atteindre ce progrès social, les terribles leçons de la guerre et les malheurs immenses de la patrie. Ainsi, dans le conte, le prince infirme et disgracié devient soudain aimable et beau après 1000 douleurs endurées. C'est qu'en effet la lutte que mène notre peuple pour sa vie et pour sa grandeur lui révèle jusqu'à l'évidence certaines vérités essentielles sur lesquelles il entend désormais fonder son existence sociale. La première est que sur la terre telle que la font l'industrie, l'invention et la vitesse, il ne peut y avoir demain pour nous de prospérité, ni même d'indépendance, si l'économie française n'est pas fortement dirigée en vue de faire rendre à nos ressources non point ce qui peut intéresser tel ou tel groupe particulier, mais bien ce qui profitera le plus à la communauté nationale. Les conséquences quant aux droits et aux devoirs de l'État, à la destination des grandes sources de la richesse commune, au contrôle public de tel ou tel secteur de l'activité économique, s'imposent donc à tous les esprits. La seconde de ces vérités fécondes, c'est que, dans l'économie nationale française, que nous avons non pas à créer, mais que nous avons à susciter à l'intérieur d'un cadre européen et africain, et si possible international, le rôle du travail organisé devient absolument capital. Non point seulement à cause du nombre très considérable des travailleurs qui sont à la fois artisans et consommateurs de la production, mais encore pour cette raison que leur propre capacité et leur expérience pratique entraînent la nécessité de leur collaboration régulière dans la gestion des entreprises. Il en résulte que le niveau relatif de vie, la sécurité et la dignité de ceux et de celles qui portent parmi leurs concitoyens l'honneur et la charge du travail, cessent d'être simplement des sujets de discussion entre travailleurs et employeurs pour devenir des questions d'ordre public à l'heureuse solution desquelles la nation tout entière est intéressée. Il en résulte en même temps que les organisations représentatives du travail doivent entrer organiquement dans la consultation de l'État en matière économique et sociale. Il en résulte encore que les choses doivent être telles, dans l'intérêt général, que les meilleurs aient la possibilité d'accéder aux postes de commande, quelle que soit leur origine. Il va en résulter enfin, pour les libres syndicats, de vastes responsabilités, non point seulement vis-à-vis de ceux et de celles qui les auront mandatés, mais encore à l'égard de la collectivité nationale.
Cependant, les grandes affaires humaines ne se règlent point uniquement par la logique. Il y faut l'atmosphère que seule peut créer l'adhésion du sentiment. Les vastes réformes que nous évoquons ici et qui doivent conduire à un changement profond quant à la condition des travailleurs français et à leur rôle dans l'État économique et social de demain impliquent l'élan général, le respect, l'affection du pays tout entier. Or cet élan, ce respect, cette affection, les travailleurs les ont acquis tout simplement par la façon dont ils servent la patrie. Dans le drame qu'elle traverse, ils sont au premier rang de ses bons serviteurs. Sous les outrages et l'oppression de l'ennemi héréditaire, au milieu de l'infamie et de la propagande du régime abominable que quelques douzaines de traîtres, quelques centaines de lâches et quelques milliers d'imbéciles ont essayé d'imposer au pays en exploitant ses malheurs, les travailleurs français ont agi et réagi comme de bons, de purs, de braves enfants de la France. Ils prennent à la résistance nationale une part exemplaire et magnifique. Ils supportent une charge insigne dans les épreuves de la nation. Par là même, ils ont, une fois pour toutes, gagné son amour et sa confiance. En outre, l'immense fraternité dont la souffrance et la lutte en commun sont en train de faire aux Français comme une seconde nature, nous donne à tous le courage de bâtir notre France nouvelle et rajeunie et la certitude d'y réussir. Les préjugés, les routines, les divisions ne devront pas peser lourd dans un pays où les mamans auront pleuré toutes ensemble, où les garçons et les filles auront tous ensemble frémi de la rage des vaincus, puis bondi de l'orgueil des vainqueurs, où les hommes et les femmes auront frissonné tous ensemble devant nos drapeaux en deuil, puis devant nos drapeaux triomphants. Mesdames, Messieurs, je ne fais qu'illustrer ce que nous venons d'exprimer si je vous dis que le gouvernement se félicite et vous félicite du caractère digne, émouvant, patriotique qu'aura pris ici et en France la fête du travail en cette année qui sera, nous l'espérons infiniment, l'année de la libération. Permettez-moi d'ajouter que Madame de Gaulle et moi-même sommes très heureux d'avoir pu vous recevoir ce soir à cette occasion.